Vous écoutez la saison 2 du podcast Minatalks. Le Minatalks est une série proposée par le Brussels International Center traitant de thématiques liées au Moyen-Orient et à l'Afrique. Une fois par mois, nos hôtes, accompagnés d'invités, auront une discussion sur les moteurs historiques, économiques, sociaux et politiques sous-jacents des problématiques structurant le monde d'aujourd'hui. Le BIC est présent sur Facebook, YouTube et Twitter. Suivez-nous et abonnez-vous pour être tenus au courant de nos dernières activités et publications. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez Minatalks, le podcast du Brussels International Center, donc le BIC, saison 2, épisode 2. Je suis votre hôte, Yasmina Krimi, analyste de recherche au BIC, et j'ai en ma compagnie la députée européenne Marie Arena. Alors, Marie, on ne vous présente plus. Vous avez tenu plusieurs portefeuilles ministériels en Belgique, à partir de l'année 2000, au niveau régional et fédéral. Vous avez été ministre de l'Emploi et de la Formation au gouvernement wallon, ministre de la fonction publique, de l'intégration sociale, de la politique des grandes villes et de l'égalité des chances, ministre de la formation, ministre présidente chargée de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, ministre de l'intégration sociale, des pensions et des grandes villes, et depuis 2014, vous êtes donc députée européenne au groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, donc le groupe SED. Marie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai le plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, je pense, te tient à cœur et me tient à cœur aussi, donc la migration. Plus précisément, donc le nouveau pacte de migration et d'asile de l'UE qui a été adopté en septembre 2020 et dont les modalités pratiques, de ce que j'ai compris, restent à mettre en œuvre. On va commencer par une petite question. Donc vous avez pas mal critiqué le règlement Dublin, qui énonce que le premier pays d'entrée européen est le pays où un demandeur d'asile doit déposer sa demande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelles alternatives y voyez-vous ou portez-vous ? Mais tout d'abord, préciser que le pacte qui aujourd'hui est sur la table n'a pas encore été accepté par le Conseil. Et donc, c'est une proposition qui a été faite par la Commission, donc la commissaire Johansson. Et on attend que le Conseil, c'est-à-dire les 27 États membres, ait un mandat pour pouvoir négocier effectivement ce pacte avec ce qu'on appelle le co-législateur, à savoir le Parlement européen. Le Parlement européen a déjà, en 2017, réalisé, après la crise migratoire, enfin ce qu'on a appelé la crise migratoire de 2015, a déjà réalisé des lignes politiques sur lesquelles une majorité s'est mise d'accord au niveau du Parlement européen et a proposé ces orientations politiques à la Commission. Mais le Conseil est toujours resté muet par rapport à une quelconque politique d'asile et de migration. Et on est toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parlement a fait son travail, la Commission a fait une proposition, et on attend toujours la position du Conseil. Et je ne sais pas aujourd'hui s'il y a une volonté politique à l'intérieur du Conseil de s'accorder sur une politique d'asile et de migration au niveau européen. Alors, par rapport à la question que tu posais sur Dublin, le principe de Dublin, alors ce principe est vraiment ce qui pose problème à la politique migratoire d'asile et de migration en Europe, dans la mesure où il dit que la demande d'asile doit être faite dans le pays d'entrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vit aujourd'hui des pays à l'intérieur de l'Union européenne qui ont des frontières extérieures et qui sont beaucoup plus confrontés à la demande migratoire que ne l'est un pays tel que la Belgique, par exemple, où il est difficile d'entrer en Belgique directement par la Belgique. Et donc, avec ce concept-là, on met la responsabilité de la question migratoire sur les seuls pays d'entrée, plus particulièrement les pays du Sud quand il s'agit de la migration venant de l'Afrique, plus particulièrement sur les pays de l'Est quand il s'agit de la migration qui vient, par exemple, comme on l'a vécu sur la Syrie ou l'Afghanistan, mais avec des routes migratoires
qui s'organisent là où il y a une possibilité d'entrée. Et donc, le principe de Dublin est un frein au principe de solidarité interne à l'Union européenne. Et donc, il faut faire éclater ce principe-là. Il faut revoir ce principe en disant nous devons avoir une politique commune de l'asile et de la migration. Et cette politique commune de l'asile et de la migration ne peut exister si on continue à mettre la pression de la solution migratoire sur les pays d'entrée. Oui. C'est exactement ça. Hein. On a énormément décrié justement, le manque d'engagement des pays qui ne sont pas eux ultra exposés, comme par exemple la Belgique ou la France. Ils sont pas ultra exposés aux premières entrées. Leur manque de volonté, au final, d'assumer leur part dans la migration européenne. Alors, ce pacte-ci prévoit un mécanisme qu'on a appelé ou qu'il appelle instrument de solidarité pour les pays d'entrée, donc connaissant un influx migratoire conséquent, comme on en a parlé. Et ce mécanisme donne le choix aux États membres soit d'accueillir les personnes ayant obtenu le droit d'asile, soit de financer l'expulsion de celles qui ne l'auraient pas obtenu. Bon, on imagine très clairement quelle option va être favorisée par les États les plus réfractaires à l'accueil des migrants. Vous en pensez quoi, ça ? Alors pour moi, c'est pas un mécanisme de solidarité, ça. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de solidarité à la carte. On fait ce qu'on a envie de faire. On fait pas une politique commune. Et donc, c'est une fausse proposition. Ce qu'il eût fallu faire par rapport à ça, c'est de dire, comme nous l'avons prévu dans la proposition du Parlement en 2017, c'est qu'on ait un mécanisme de relocalisation obligatoire dans les différents États membres, en fonction de critères, bien entendu, qui peuvent être des critères économiques, qui peuvent être des critères par rapport à ce que le pays a déjà fait en matière d'accueil. On a des pays qui ont déjà largement fait leur part en matière d'accueil aujourd'hui et qui ne verraient pas d'un bon œil qu'on vienne rajouter quelque chose à l'effort qu'ils ont déjà réalisé. Par contre, il y a des pays qui n'ont jamais rien fait en matière d'accueil, que ce soit d'accueil de migrants ou que ce soit de protection de demandeurs d'asile. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux parcours migratoires. L'un est un parcours qui est couvert par les conventions internationales, la Convention de Genève par exemple, qui impose les pays qui ont signé cette convention, qui impose le fait qu'on donne la protection à des personnes qui en ont besoin. Et donc ça, c'est une règle, c'est une loi qui dit une personne qui a besoin de protection doit avoir une réponse par rapport à ça. Et l'Union européenne a signé, les États membres ont signé cette convention. Et puis, il y a la migration, c'est-à-dire non pas des personnes qui ont besoin de protection, mais des personnes qui sont mobiles, c'est-à-dire qui vont demander de pouvoir venir étudier, de venir travailler, de venir trouver une capacité de vivre autrement. Et donc, ça, c'est une autre filière qui doit être organisée. Aujourd'hui, dans le pacte qui s'appelle le pacte asile et migration, il n'y a rien sur le côté migration. Et il y a, je dirais, une confusion des genres. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce que Madame Johansson a proposé, c'est qu'il y ait ce mécanisme de mouvement secondaire organisé, c'est-à-dire de capacité de retirer un peu la pression sur les pays d'entrée pour les demandeurs d'asile, avec des critères qui sont des critères économiques. C'est-à-dire, quelles vont être les possibilités de travailler dans les différents pays. Mais les gens qui viennent demander la protection, ce n'est pas parce qu'ils ont la possibilité de travailler, c'est parce qu'ils sont en risque de mourir. Et donc, la première chose qu'on doit leur offrir, c'est une protection par rapport à ce risque-là. Après, bien entendu, on peut travailler et on doit travailler sur les mécanismes d'intégration, d'apprentissage de la langue, d'apprentissage de la culture, parce que en général, ces personnes vont avoir un parcours en plusieurs temps, c'est-à-dire le premier objectif de ces personnes, c'est de sauver leur vie. C'est pas forcément de rester dans le pays dans lequel ils ont la protection. Le premier objectif, c'est de sauver leur vie. Et souvent, ces personnes ont pour objectif de rentrer chez elles le jour où la guerre est terminée dans le pays d'origine. Et donc, il faut faire en sorte que cette période, je dirais, de protection soit la plus utile pour eux.
c'est-à-dire de pouvoir avoir la possibilité de travailler, de pouvoir avoir un logement, de pouvoir mettre leur enfant à l'école. Donc ça, c'est l'objectif. Et ensuite, de voir dans quelle mesure elles peuvent rentrer à partir du moment où les conflits sont terminés. Par contre, quand les conflits durent, ben, la personne peut avoir pour objectif de refaire sa vie dans le pays d'origine. Et alors, il faut mettre en place des mécanismes qui sont des mécanismes longue durée d'intégration. Mais ça se fait par étapes quand on est dans cette question de la protection des personnes en demande d'asile. Sur la question migratoire, c'est autre chose. On doit identifier sur la question migratoire quels sont le match entre le profil de la personne qui demande de pouvoir venir travailler, venir étudier, et les capacités que le pays a de pouvoir offrir un travail, de pouvoir offrir des études à ces personnes. Donc c'est vraiment des mécanismes qui sont assez différents. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a, je pense, en tout cas avec la montée des populismes en Europe, une volonté de confondre les deux, de confondre migrants économiques et demandeurs d'asile ou réfugiés, et de présenter tous les demandeurs d'asile comme, au final, des migrants économiques qui se cacheraient un peu, qui voudraient, venir en Europe sous de faux prétextes. Alors, parlons un peu Frontex. Il y a dans le pacte une proposition de l'augmentation des effectifs de Frontex. Alors c'est une agence qui n'a toujours pas nommé de poste de référent au respect des droits humains, qui a été épinglée à plusieurs reprises pour son non-respect des droits fondamentaux des migrants à l'intérieur de l'UE et à l'extérieur de l'UE. Vous en pensez quoi et quelle alternative y voyez-vous ? Alors, vous savez que le directeur de Frontex a dû démissionner suite à une enquête que le Parlement européen a demandée, justement, concernant la gestion interne de Frontex. Alors, plusieurs choses. D'une part, pour moi, Frontex participe de la politique, et la seule politique que l'Union européenne a mise en place aujourd'hui en matière d'asile et de migration, c'est la politique de gestion des frontières. C'est finalement comment dresser une Europe forteresse. C'est ça la politique aujourd'hui de l'Union européenne, ou des États membres par rapport à la question migratoire. Et donc Frontex est une partie de cette politique de gestion des frontières. Pour moi, si la politique de l'asile et de la migration se limite à ça, c'est un échec. C'est un échec parce que aujourd'hui, si on regarde ce qui est dépensé par l'Union européenne et les États membres en matière de politique migratoire, c'est 20 milliards d'euros par an. Si on prend Frontex, si on prend les expulsions, si on prend la gestion des frontières, si on prend ce qu'on donne aux pays partenaires tels que la Turquie, c'est plus ou moins 20 milliards. Et quand on regarde l'efficacité, c'est un désastre. C'est-à-dire que même si on se place du côté, ce n'est pas mon cas, mais même si on se place du côté de ceux qui disent il faut moins de migrants qui entrent en Europe, ça ne marche pas. Donc que l'on se passe du côté de il faut qu'il y ait une prise en considération à la fois de nos obligations internationales sur le fait de protéger les personnes qui sont en risque et sur la gestion des besoins migratoires que l'Union a. On a des besoins de migration. Et si on se place de la part du côté des migrants, c'est-à-dire ceux qui meurent en mer, ceux qui n'ont plus accès à l'Union européenne, ça ne marche pas. Ça ne marche pour personne. En fait, ça ne marche que pour une catégorie de personnes. Ça marche pour les populistes et les racistes qui font campagne sur cette politique-là, et on voit malheureusement que ça prend, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font plein pot par rapport à leur slogan sur les théories du remplacement, on a vu avec Zemmour en France, sur les théories du rejet, sur les théories... Donc finalement, on paye la pub de ces partis politiques qui sont des partis xénophobes. Mais pour le reste, ça ne marche pas par rapport à tant sur un plan humanitaire que sur un plan de gestion des frontières aujourd'hui en Europe. Donc, remettons sur la table le travail et voyons dans quel objectif on travaille sur une politique d'asile et de migration et qu'est-ce qu'on peut faire pour être efficace. Si on a une vue plus globale de la gestion migratoire et de l'asile, Frontex peut effectivement jouer un rôle.
c'est-à-dire de sauvetage en mer, par exemple, de lutte contre les passeurs. Donc, on peut effectivement donner un rôle à Frontex. Mais si on a comme seul objectif de fermer les frontières, ce n'est pas possible. Donc, cette politique-là ne peut pas fonctionner. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on donne plus d'argent à Frontex pour rejeter, pour faire les pushbacks. En clair, aujourd'hui, la politique européenne valide la question des pushbacks qui sont interdits par les lois internationales. La coopération européenne en matière d'asile et d'immigration est liée à l'instauration d'un espace de libre circulation en Europe. Le traité de Maastricht de 92 place formellement l'asile et l'immigration dans le cadre institutionnel de l'Union européenne, mais sur un mode intergouvernemental. C'est le traité d'Amsterdam de 97 qui fait entrer l'asile et l'immigration dans les compétences de la communauté européenne. Il faut cependant attendre 2009 pour achever la communautarisation de ces questions. La majorité qualifiée et le pouvoir de codécision du Parlement européen, soit la procédure législative ordinaire, n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2005. La Cour de justice de l'Union européenne n'obtient quant à elle une compétence juridictionnelle pleine sur ces questions qu'avec le traité de Lisbonne en 2008. Mais déjà apparaissent les dissensions, voire une certaine défiance entre les différents acteurs de la démocratie européenne, entre les États membres du Sud et du Nord de l'Europe, mais également entre les États membres de la Commission européenne. Quant au Parlement européen, son poids politique demeure alors infirme face au Conseil. Ce n'est pas la crise de 2015 qui fait éclater le régime d'asile européen, mais elle en révèle les failles et l'absence de transposition des standards européens par les États membres. En fait, on constate que les États s'abstiennent de mettre en place les décisions européennes sans que ce défaut d'application entraîne des conséquences. Dès 2015, on constate que la méthode communautaire n'a pas été d'une grande aide. L'inventaire des nombreuses mesures adoptées depuis cette date montre que, à l'exception de la réforme de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, aucune d'entre elles n'a suivi le processus législatif ordinaire prévu par les traités. Le contournement du cadre institutionnel européen s'est encore davantage développé à partir de juin 2018. À titre d'exemple, les opérations de répartition des migrants débarqués en Italie et à Malte sont le fruit d'arrangements entre une poignée d'États membres sans règles prévisibles et durables. Au mieux, la Commission européenne offre ses bons offices et met à disposition des fonds. Le Parlement européen est pour sa part largement absent. Donc, on est en défaut du respect des lois internationales aujourd'hui. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, quelles seraient effectivement les alternatives ? Je pense qu'on doit pouvoir donner plus de moyens à chaque État membre, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne ou que ce soit à l'extérieur de l'Union, pas dans des camps, pas dans des accords de réadmission, mais par rapport aux ambassades européennes qui sont dans les différents États partenaires, de leur donner plus d'instruments pour que les demandes puissent être formulées chez eux. Pourquoi un demandeur d'asile doit-il faire un parcours qui est un parcours qui peut aller jusqu'à la mort, qui finance des réseaux criminels pour pouvoir arriver à demander la protection? Est-ce qu'il ne serait pas tant plus efficace, tant pour les structures européennes que pour le demandeur d'asile, de pouvoir faire sa demande au plus près du pays duquel il doit fuir. Parce que évidemment, il ne peut pas faire la demande d'asile. Par exemple, je prends le cas de l'Afghanistan, le demandeur d'asile, la demandeuse d'asile, par exemple, qui veut fuir le régime des talibans, ne peut pas faire la demande en Afghanistan. Elle doit le faire au sortir de l'Afghanistan. Et donc,
dès qu'elle est en dehors de l'Afghanistan, comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes qui lui permettent de faire effectivement sa demande et de ne pas devoir faire un parcours du combattant pour pouvoir arriver jusqu'à l'Europe. Ce seraient des possibilités qu'on pourrait avoir effectivement par le biais de nos différents points de contact, nos différentes ambassades pour pouvoir lutter contre les passeurs, parce que plus vous fermez les frontières, plus les réseaux criminels se créent. Exactement. Et donc, je ne dis pas que moi je suis pas, je ne dis pas que les frontières doivent être ouvertes. Les frontières sont des lieux où il faut effectivement contrôler ce qui rentre et ce qui sort. C'est important pour des questions de sécurité, c'est important pour des questions territoriales, c'est important les frontières. Mais les frontières ne doivent pas être des lieux qui facilitent les criminels plutôt que les gens qui font les choses dans des circuits légaux. Oui. Et oui, du coup, il faudrait pouvoir coopérer avec les États voisins au conflit et pouvoir justement s'assurer qu'il y ait au moins une forme de protection temporaire pour les demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'on traite leur demande. Je voudrais juste revenir sur l'ancien directeur de Frontex. Aujourd'hui, par hasard, je lisais une interview qu'il avait donnée au Figaro. Le Figaro, donc, qui est un journal français qui donne allègrement tribune à Zemmour, par exemple, et qui disait que donc sa démission a été instrumentalisée et que ce n'était pas à Frontex de protéger les migrants, c'était à Frontex de protéger les frontières européennes, c'est dire donc l'état d'esprit dans lequel en tout cas était très récemment l'agence. Merci beaucoup pour cette explication longue et très utile. Alors, on va parler d'Ukraine, de la crise ukrainienne, de l'invasion russe de l'Ukraine, et on a l'impression, avec l'accueil des réfugiés ukrainiens, que c'est une autre Europe qui existe, qui accueille dignement des réfugiés. Il y a une unité, donc même de la part des leaders d'extrême droite ou des populistes qui ne se sont pas, en tout cas, explicitement opposé à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et on a vraiment l'impression qu'il y a en tout cas, c'est pas juste une impression, c'est une réalité, il y a une énorme disparité dans le traitement, des réfugiés ukrainiens par rapport à d'autres réfugiés, africains notamment. Donc depuis le déclenchement de l'offensive russe, le 24 février, il y a eu plus de 5 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays, pour la plupart vers des pays de l'UE comme la Pologne, la Roumanie, la Hongrie ou la Slovaquie. Pour les Ukrainiens, il y a eu l'activation du mécanisme de protection temporaire prévu par une directive votée en 2001 que vous défendez. J'ai écouté une de vos interventions au Parlement récemment. Et donc, qui leur permet d'obtenir le droit de se déplacer, de travailler, d'avoir accès aux soins et à l'éducation, et ce, partout dans l'Union. Cette protection est valable pour 1 an, renouvelable 2 fois. Comment est-ce que vous expliquez cette disparité? Et pensez-vous que, justement, cette directive peut être élargie, donc ce mécanisme, est-ce qu'il peut être élargi à d'autres réfugiés au sein de l'UE? Alors, que dire? Cette directive existe depuis 2001 et c'est la première fois qu'elle a été activée. Donc, elle dit clairement que elle est activée dans le cas d'afflux massifs de migrants. Mais on a vécu des afflux massifs de migrants pendant la guerre en Syrie. Donc, on a eu en 2015 un pic de demandes de protection demandeurs d'asile qui a atteint le 1 500 000 personnes au maximum 2015. Et malgré ce pic qui était dans les pays bien spécifiques, il n'y a pas eu de décision du Conseil parce que c'est le Conseil qui doit activer la directive. 2 choses à dire par rapport à ça. Cette directive ne doit pas être activée à l'unanimité. Et donc, mais le Conseil a décidé en matière migratoire de travailler à l'unanimité. Donc, première chose. Donc, c'est le premier biais politique. Cette directive aurait pu être activée s'il y avait une majorité de pays qui l'avaient demandé au Conseil. Ça veut dire que les pays confrontés à l'afflux massif de migrants à l'époque n'ont pas demandé d'activer la directive.
Donc ça, c'est le premier constat. Et donc, je ne vais pas en vouloir, au contraire, à la Pologne d'avoir demandé l'activation de la directive. Et je me réjouis qu'il y ait eu une solidarité de l'ensemble des pays au Conseil pour activer la directive. Mais je ne comprends pas pourquoi, à l'époque, en 2015, les pays touchés par la migration massive n'ont pas, eux, demandé l'activation de la directive. Et donc, il y a là une vraie difficulté politique à l'intérieur du Conseil de parler de la question migratoire. Et ça, je pense qu'on doit vraiment revenir au niveau des États membres, parce que c'est les États membres qui ont dans leurs compétences le fait de pouvoir activer cette directive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les démocrates ont peur de parler de la migration parce qu'ils ont peur de donner, je dirais, des éléments et des arguments à l'extrême droite? Si c'est le cas, c'est une erreur, parce que c'est en n'en parlant pas qu'ils donnent des arguments à l'extrême droite. Et donc, je pense qu'il y a là une vraie analyse de conscience politique concernant la question de la migration. Le fait est que, depuis 2001, cette directive, il n'y a pas eu de demande d'activation de la directive au niveau du Conseil, et ce n'est que pendant la crise ukrainienne que la Pologne, la Hongrie sont venus demander l'activation, alors que c'était eux qui étaient les premiers à être contre la levée de Dublin, par exemple, pour pouvoir avoir une répartition de la charge de ce que représente la migration sur l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, il y a là peut-être un momentum à saisir pour faire en sorte que ce qui a été accepté pour les migrants ukrainiens, et à juste titre, c'est-à-dire que ces personnes ont le droit à être protégées, puisse être un instrument qui pourra être utilisé demain dans les prochaines crises, et que ce ne soit pas juste un instrument utilisé pour une crise en particulier et qui soit refermé pour les 20 ans qui viennent. Il faut savoir que dans le pacte migratoire de Madame Johansson, elle avait demandé la suppression de l'activation de la directive de protection temporaire. Et donc ici, on lui montre que sa bonne idée était une mauvaise idée. Si on avait validé le pacte tel qu'il est aujourd'hui sur la table, eh bien, on n'aurait pas pu répondre aux besoins de la population ukrainienne dans un temps record tel qu'il a été mis en place aujourd'hui. Malgré tout, cette protection, le mécanisme de la protection temporaire tel qu'on le vit aujourd'hui sur l'Ukraine, a des travers qu'il faudra corriger si ça devient un instrument pour l'avenir. Par exemple, chaque État membre a la possibilité de répondre à qui a effectivement le droit à la protection temporaire. Et donc, on aura des États membres qui seront plus ouverts à ce qu'on désigne comme étant des Ukrainiens qui ont droit à la protection. Par exemple, le fait que des étudiants africains en Ukraine puissent avoir droit à la protection, par exemple. Et donc, chaque État membre a une possibilité d'interprétation de la directive, et donc on a des États membres plus ouverts et des États membres moins ouverts par rapport à cette protection d'un an renouvelable. Idem sur les modalités d'accompagnement des personnes. Donc c'est-à-dire que les Ukrainiens, surtout aujourd'hui, sont des femmes et des enfants, et donc comment est-ce qu'on remplit nos obligations en matière d'éducation, par exemple, pour les enfants. Et donc des pays mettent en place des dispositifs, d'autres ne le font pas. Idem pour la question de la solidarité financière sur les pays qui ont reçu effectivement les demandeurs de protection ukrainiens. Et donc tout ça doit être ajusté en fonction de ce qu'on aura vécu et de ce qu'on aura mis en place sur cette protection. Mais je pense que c'est vraiment un cas qu'il faudra analyser pour en faire un instrument pour l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je me joins à vous et je pense que c'est un mécanisme, en tout cas, qui pourrait être élargi à d'autres crises. Ce qui nous mène à ma dernière question, qui est un peu plus générale. Est-ce que vous pensez que l'Union a appris des leçons de l'afflux migratoire de 2015 et d'ailleurs de sa bonne gestion, relative, mais sa bonne gestion de la crise ukrainienne? Alors, vous savez, il y a deux choses par rapport à ce qui se passe sur la crise ukrainienne.
c'est d'une part l'histoire qu'on raconte, et on voit que quand on est dans un récit qui est un récit protecteur, un récit positif, il y a une adhésion de la population. Et on a vu fleurir partout en Europe des mouvements de solidarité à l'égard des familles ukrainiennes, à l'égard de cette empathie avec le peuple ukrainien. Et je pense que la narration est extrêmement importante. Et ça, c'est vraiment une leçon qu'on doit apprendre. Parce que quand les gens disent « mais les citoyens européens ne sont pas prêts à ouvrir leur cœur à la question migratoire », c'est faux. Tout dépend de ce qu'on explique à la population. Et on a vu dans les médias, on a vu dans les expressions publiques, on a vu à tous les niveaux une narrative positive qui a fait que les cœurs se sont ouverts. Ça n'a pas été le cas dans les autres crises de la migration, où on a montré des images de personnes qui n'avaient pas forcément la même culture, qui n'avaient pas forcément les mêmes codes. Un peu une image d'invasion. Voilà. Ouais. Et là, les Européens se sont fermés par rapport à cette situation. Et on peut comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des personnes qui vivent des difficultés, si on leur explique que leurs difficultés vont être plus grandes demain, si on organise cette question migratoire, eh bien, on n'aura pas un écho favorable. Alors que, quelle est la différence aujourd'hui pour un Portugais ou un Espagnol quelle est sa proximité par rapport à un Ukrainien ou par rapport à un Syrien? Et, excepté la narrative, il n'y a rien qui différencie. La réalité d'un Syrien sous les bombes russes, est la même que la réalité d'un Ukrainien sous les bombes russes. Le fait que des familles ont dû fuir, c'est exactement dans les mêmes conditions. Et donc, je pense qu'on doit apprendre de ce que l'on a vécu en Ukraine et de ce que l'Union européenne a pu mettre en place en matière de solidarité et d'acceptation de cette solidarité. Et ça, j'espère que ce sera quelque chose qui sera entendu à la fois par les responsabilités politiques, les responsables politiques, mais aussi par les faiseurs d'opinion que sont les médias. Tout à fait, hein, toute la dualité humanisation, déshumanisation, pas que les migrants ou les réfugiés aient besoin d'être humanisés, mais qu'on leur garde, qu'on leur permette d'être humains et de considérer tout le monde comme être humain, qu'il soit syrien, africain, voilà, ukrainien, c'est la même humanité que nous partageons. Au final, je pense que c'est une très très bonne conclusion. Merci beaucoup, Marie. C'était un très 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 bel échange et au plaisir d'échanger avec vous dans le futur. Pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous retrouver dans les prochains épisodes de notre saison 2 du podcast Mina Talks. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Mina Talks. Vous pouvez partager avec nous vos réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Minatalks et suivre nos activités. Les Mina Talks est une série de podcasts sur le Moyen-Orient et l'Afrique, une initiative du Brussels International Center.